Au moment où je prononce ces mots, on a confirmé la détection d'environ 5630 exoplanètes, c'est-à-dire des planètes tournant autour d'autres étoiles que la nôtre, et on en découvre une nouvelle chaque semaine en moyenne. Mais ces milliers de nouveaux mondes ne sont que la partie émergée d'un ensemble beaucoup plus vaste, que nous allons explorer aujourd'hui en tentant de résumer en une vingtaine de minutes 3 décennies d'incroyables découvertes. Commençons par faire le point, en partant d'un constat étonnant. En première approximation, la quasi-totalité de ces milliers de nouveaux mondes ne ressemble pratiquement à rien de ce que l'on retrouve autour de nous. Des centaines de systèmes planétaires hébergent en effet des géantes gazeuses d'un type totalement différent de celles que l'on retrouve dans notre système solaire. On connaît aujourd'hui des planètes de masse comparable à celle de Jupiter, orbitant des dizaines de fois plus près de leur étoile que Mercure du Soleil. Certains de ces monstres brûlants, baptisés Jupiter chauds, sont si proches de leur étoile qu'ils ne prennent que quelques jours, parfois quelques heures, pour en faire le tour. Tandis qu'il faut à Jupiter près de 12 de nos années pour accomplir une seule rotation autour du Soleil. Étrangement, alors qu'on estime qu'à peine 1% des étoiles semblables au Soleil possèdent autour d'elles des Jupiters chauds, ces exoplanètes ont été les premières à avoir été découvertes, car massives et proches de leur étoile, elles sont les plus faciles à identifier. On pourrait consacrer des heures à explorer les caractéristiques étonnantes de ces mondes soumis à des conditions absolument infernales, et qui pour certains semblent avoir enflé jusqu'à doter ces planètes de tours de taille proprement gigantesques, quand d'autres semblent se faire progressivement dépouiller d'une partie de leurs voiles de gaz les plus légers, par la puissance de l'irradiation provenant de leur étoile, au point de se retrouver entourés par de gigantesques nuages d'hydrogène, prenant parfois l'aspect de queues de planètes. La plupart du temps, ces Jupiters chauds sont si proches de leur étoile qu'ils ont fini par être gravitationnellement synchronisés. Si bien que le cœur solide enfoui sous l'épais manteau de gaz fait un tour sur lui-même en autant de temps qu'il en faut pour faire le tour de leur soleil. Kepler 13ab, une géante gazeuse ultra chaude, 9 fois plus massive que Jupiter et évoluant 10 fois plus près de son étoile que ne l'est Mercure de notre soleil, est vraisemblablement dans ce cas-là. Et cette planète présente sur sa face éclairée des températures estimées à 2700 degrés. Tandis que de l'autre côté, plongé dans la nuit noire éternelle, le thermomètre chute à un petit 1300. En soi, la découverte de l'existence de ces géantes qui doivent être, au vu de leur température, balayées par des vents pouvant atteindre plusieurs milliers de kilomètres par heure, est déjà un petit événement. Mais une surprise peut-être encore plus grande est venue de la découverte d'une vaste population de planètes qui nous était totalement inconnue. Une population qui est venue bousculer ce que l'on pensait savoir de la frontière séparant les planètes rocheuses de celles majoritairement constituées de gaz, et que l'on a tenté de désigner par les termes de super-Terre et de mini-Neptune. Pour bien toucher du doigt l'étrangeté de ces mondes, arrêtons-nous quelques secondes sur ceux de notre système solaire, qui sont ici représentés en respectant les ordres de grandeur de leur taille respective. Si l'on s'amuse à comparer la masse de ces planètes entre elles, on constate une énorme disparité entre les planètes rocheuses et les gazeuses. Ainsi, les deux géantes glacées, Uranus et Neptune, sont à peu près 4 fois plus larges que la Terre et surtout 15 fois plus lourdes, tandis que Saturne et Jupiter pèsent sur la balance respectivement 95 fois et 320 fois plus que notre planète. Maintenant, dites-vous qu'autour de près d'une étoile sur deux que l'on observe, se trouve un type de planète dont les gammes de masse et de taille ne correspondent en rien à ce qui existe dans notre système solaire. Ces planètes, qui peuvent être de 1,5 à 3 fois plus larges et de 2 à 10 fois plus lourdes que la nôtre, sont des sortes d'intermédiaires entre des planètes rocheuses telles que la Terre et des géantes gazeuses glacées telles qu'Uranus et Neptune. Raison pour laquelle on les qualifie de super-Terre ou de mini-Neptune. Mais à quoi ces mondes ressemblent-ils précisément au juste? Eh bien c'est là que ça se complique terriblement, car en fonction de l'histoire et des caractéristiques dynamiques des disques de gaz et de poussière entourant les étoiles jeunes, les planètes qui s'y forment peuvent être à l'arrivée de nature très variée. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les planètes dont la masse est de l'ordre de la moitié à 15 fois celle de la Terre sont toutes composées de 3 ingrédients en proportion plus ou moins grande, de l'hydrogène moléculaire, de la glace d'eau et un mélange de roches et de métal en leur cœur. Uranus et Neptune sont par exemple en masse composés grossièrement pour 1/3 de roches et de métal qui se sont concentrés au centre, pour 1/3 de glace à haute pression et pour 1/3 d'une enveloppe d'hydrogène et d'hélium. Tandis que la Terre, elle, n'est pratiquement composée que de roches et de métal, avec un zeste de quelques gaz volatiles, dont l'eau. Mais au sein de ces planètes d'un genre nouveau, quantité d'autres proportions sont possibles. Certaines, en plus de posséder un noyau métallique recouvert de roches, pourraient par exemple contenir 10, 100, peut-être 1000 fois plus d'eau que la Terre,
Et par-dessus cette tôle, on peut également trouver, ou non, une enveloppe plus ou moins massive d'hydrogène et d'hélium, capturée par la planète lors de sa formation. Et plus cette atmosphère est imposante, plus on risque d'avoir une planète du type de Neptune. Pour résumer, il y a très certainement un continuum de composition d'une grande diversité entre les planètes dominées par les roches et celles dominées par du gaz. Et si on ajoute dans l'équation le type de l'étoile, la taille et la forme de l'orbite, et la rotation de la planète, alors le champ des possibles devient proprement vertigineux. Pour s'en convaincre, prenons quelques exemples concrets. Voici une vue d'artiste de 55 Cancri AE. Une planète 2 fois plus grande et près de 8 fois plus massive que la Terre, qui orbite autour d'une étoile d'une puissance similaire à la nôtre, 60 fois plus près que nous le sommes du Soleil. Du fait de cette effarante proximité, 55 Cancri AE est donc gravitationnellement synchronisée avec son étoile, à qui elle présente toujours la même face. On a pu estimer que la densité moyenne de cette planète infernale est vraisemblablement proche de celle d'un boulet de canon, ce qui nous fait dire qu'elle est en très grande majorité constituée de roches et de métaux. Et vu qu'il fait en surface 2300 degrés sur la face continuellement exposée à l'étoile, et un clément 1300 sur celle plongée dans la nuit éternelle, on estime généralement que, du côté jour, la moitié de la planète est recouverte d'un unique océan de magma. 2300 degrés, c'est tout de même une température près de 2 fois plus élevée que celle des laves émises par des volcans, tels que ceux d'Hawaï ou de la Réunion. A l'inverse, certaines exoplanètes que l'on a découvertes sont si froides et si éloignées de leur étoile qu'il est possible que même leur atmosphère, si tant est qu'elles en aient possédé une, ait fini par entièrement geler, se déposer au sol et se solidifier. C'est le cas de, je vous laisse intérieurement prononcer son nom, un monde qui est 2 fois plus éloigné de la petite naine rouge de faible intensité autour de laquelle il tourne, que nous le sommes du Soleil, et dont on estime la température de surface à quelques moins de 120 degrés, soit une température à peu de choses près équivalente à celle de Pluton, sauf que cette planète possède une masse de l'ordre de 5 fois celle de la Terre. Peut-être plus intéressante encore est l'existence très probable, entre les planètes rocheuses en surface et les plus petites des gazeuses, de quantités d'intermédiaires fascinants, parmi lesquels on retrouve les encore hypothétiques, mais très crédibles, planètes océans. Ces mondes, dont on soupçonne fortement l'existence, pourraient contenir de très grandes quantités d'eau, car H2O, essentiellement sous forme de glace, est un des constituants les plus communs dans les nuages de gaz et de poussière qui donnent naissance au système stellaire. Encore une fois, en fonction de leur taille, leur composition, leur histoire et la distance à leur étoile, ces planètes océans pourraient être en surface, entièrement recouvertes de glace, abriter des océans de plusieurs centaines de kilomètres de profondeur, ou encore être enveloppées d'une atmosphère riche en vapeur d'eau si épaisse et si lourde, que l'eau liquide en surface peut y atteindre des températures considérables, sans pour autant se mettre à bouillir. On parle alors de planètes sauna. Agissant à la manière d'un couvercle de cocotte minute, l'atmosphère y pressuriserait l'océan sous-jacent, permettant ainsi à l'eau d'y rester à l'état liquide, même bien au-delà de 100 degrés. Bref, la chose à retenir ici, c'est que ces fascinantes planètes d'un genre nouveau que sont les super-Terres ou les mini-Neptunes constituent un fantastique champ des possibles à explorer. Au-delà de ces catégories de planètes déjà très étranges, on a même découvert des mondes peut-être encore plus exotiques, hors normes ou énormes, avec des configurations d'orbites très variées, rapprochées, allongées ou excentriques. On a également découvert des planètes si massives, jusqu'à 13 fois plus lourdes que Jupiter, que l'on peine à les considérer comme des planètes. Car ces dernières sont si lourdes qu'elles se rapprochent de la limite basse de ce que l'on appelle des naines brunes. Des astres si massifs qu'ont démarré en leur cœur des réactions de fusion nucléaire bien particulières, mais qui demeurent pourtant trop légères pour véritablement briller, et ainsi pouvoir être considérées comme des étoiles à part entière. On a également détecté des planètes dont la température de surface est plus élevée que celle de bon nombre d'étoiles, telles que Kelt 9b, un Jupiter ultra chaud, qui tourne autour d'une étoile géante bleue monstrueuse, une étoile bien plus grande et massive que notre Soleil, et qui possède une température de surface près de 2 fois plus élevée, et va se transformer en supernova et exploser d'ici quelques millions d'années. Kelt 9b est ainsi probablement une planète qui, à l'échelle des temps cosmiques, s'apprête à disparaître. On a même découvert des mondes tournant autour de l'un des objets les plus étranges que les forces de la nature soient capables de former, un pulsar milliseconde. Une étoile à neutrons en rotation rapide effectuant des milliers de tours sur elle-même chaque minute. Le fait que certains de ces astres d'une dizaine de kilomètres de diamètre et dans lesquels on retrouve compressé plus de matière qu'il n'y en a dans notre Soleil, possèdent des planètes soulève d'immenses questions. Car pour qu'un astre de ce type se forme, il a fallu qu'une étoile meure dans une explosion cataclysmique.
Il s'agit donc de savoir si les planètes tournant autour de ces étranges étoiles qui fendent la nuit noire à coups de rayons X et d'ondes radio, avec la régularité d'un métronome, sont les résidus, les restes d'anciennes planètes, peut-être les cœurs mis à nu, d'anciennes géantes gazeuses dont l'enveloppe aurait été soufflée par l'explosion. Auquel cas, une destinée similaire attend peut-être Kelte 9b. Mais il se pourrait aussi que ces mondes se soient formés par la suite, à partir de la matière éjectée par l'explosion de l'étoile, et soit en quelque sorte une deuxième génération de planètes, nées des cendres d'un système aujourd'hui disparu. On ne sait pas précisément pour l'instant. J'aurais également pu vous parler des hypothétiques planètes majoritairement constituées de carbone, de la découverte de Jupiter chaud dont l'orbite rétrograde tourne dans le sens inverse de leur étoile. Et l'on pourrait continuer cette liste à l'après-vert encore longtemps. Et n'allez pas croire que toutes ces planètes nouvellement découvertes sont seules. Beaucoup appartiennent à des systèmes planétaires multiples, c'est-à-dire comprenant plusieurs planètes tournant autour d'une même étoile. On connaît ainsi près de 900 systèmes planétaires multiples, dont 659 à 2 planètes, 151 à 3 planètes, 50 à 4, 25 à 5, 9 à 6, 1 à 7. Et on a même pu identifier une étoile dotée de 8 planètes. En soi, le fait de trouver des cortèges de planètes gravitant autour de la même étoile n'est pas particulièrement étonnant. C'est par exemple le cas de notre Soleil. Et bon nombre des systèmes au sein desquels on n'a identifié qu'une seule planète doivent en réalité en contenir plusieurs que nos télescopes n'ont pas pu détecter. Et puis, plus que la quantité de planètes évoluant au sein de systèmes multiples, ce qui nous a profondément surpris, ce sont les architectures de leur orbite. Car dans une grande majorité des cas, ces planètes forment des sortes de systèmes solaires miniatures. Autour de petites étoiles dites naines rouges, on retrouve régulièrement 5, 6, parfois jusqu'à 7 planètes, dont les orbites sont si compactées et resserrées, qu'elles tiendraient toutes sans problème entre Mercure et le Soleil. En parallèle de ces étoiles possédant plusieurs planètes, on a également découvert en quantité des planètes ayant plusieurs étoiles. On a ainsi pu identifier quelques 200 planètes qui orbitent au sein de systèmes doubles, et 35 planètes qui gravitent dans des systèmes triples, et même 3 systèmes quadruples. Kepler 16b en est un bel exemple. Cette géante gazeuse de la masse de Saturne a été découverte en orbite autour de 2 étoiles tournant elles-mêmes l'une autour de l'autre. Si Kepler 16b possède des exolunes, le moindre relief doit y projeter 2 ombres, dans un paysage à 2 soleils, qui se lèvent et se couchent dans une ambiance digne des meilleurs films de science-fiction. Et vu que les 2 disques solaires des étoiles n'ont pas la même taille, la plus petite d'entre elles doit occasionnellement être éclipsée par sa compagne. Au sein du système Gliese 667, ce sont 3 étoiles lancées dans un étrange balai qui cohabitent. 2 d'entre elles rapprochées forment un couple, centre de gravité du système, et autour d'elle tourne une 3e étoile, elle-même accompagnée de 7 planètes. L'une de ces 7 planètes, de par sa masse et sa température supposée, pourrait bien avoir les caractéristiques d'une super-Terre de classe désert total, ici représentée extrêmement chaude et inhospitalière, avec des températures moyennes de surface de plus de 150 degrés. Un monde entièrement sec et calciné, à l'atmosphère peut-être nimbée de 3 soleils. Un principal tirant vers le rouge écarlate, et 2 secondaires plus petits et lointains. Un monde où les nuits doivent se faire rares. Au sein des systèmes triples, plusieurs configurations sont d'ailleurs possibles. Si dans celui que nous venons de survoler c'est le couple qui mène la danse, dans d'autres on peut retrouver 2 petites étoiles orbitant l'une autour de l'autre. Et ce couple tourne lui-même autour d'une étoile seule, mais bien plus massive, véritable pièce maîtresse et centrale du système. Pour toutes les planètes évoluant au sein de ces systèmes multiples, les couchers de soleil doivent se répondre dans une danse incessante, évoluant tout au long de l'année en fonction de la position de la planète sur son orbite, et des étoiles les unes par rapport aux autres. Pour nous qui n'avons qu'un soleil, les systèmes multiples peuvent paraître exceptionnels. Pourtant, les systèmes doubles sont plus que courants dans notre galaxie, où plus de la moitié des étoiles sont en couple. Peut-être plus étrange encore que ces planètes ayant plusieurs étoiles, certaines en sont tout simplement dépourvues. On les appelle les planètes vagabondes. Ce sont des mondes sans étoiles, qui dérivent seuls dans l'espace. On ne sait pas pour l'instant si ces planètes errantes se sont formées au sein de systèmes planétaires avant d'en être éjectées, ou bien si elles sont nées indépendamment des étoiles, de leur côté. Toujours est-il que l'on a pu identifier au sein des pouponnières d'étoiles quelques centaines de ces planètes errantes, toutes étant des géantes gazeuses massives, jeunes et donc incroyablement chaudes en surface. Et étant donné que celles-ci sont extrêmement difficiles à détecter, en l'absence des feux des projecteurs d'étoiles pour les révéler, on pense que leur nombre doit être très élevé dans notre galaxie.
Ok, résumons en quelques chiffres toutes ces observations. Au moment où j'écris ces lignes, nous avons pu identifier quelques 400 planètes de taille comparable ou inférieure à celle de la Terre. Près de 2000 se situant dans le continuum allant des super-Terres au mini-Neptune. 700 dont la taille est de l'ordre de celle de Neptune, ainsi que 2000 dont les masses avoisinent ou dépassent celles de Jupiter. En prenant en compte les limites de nos méthodes de détection, il en ressort que les planètes sont d'autant plus abondantes que leur masse est faible, comme le prévoient d'ailleurs nos modèles de formation planétaire. Et de façon générale, beaucoup d'entre elles possèdent une orbite très petite. Ainsi, 75% des exoplanètes découvertes sont plus proches de leur étoile que Mercure ne l'est du Soleil. Et ça, c'est une énorme surprise. Avant que l'on commence à moissonner de nouveaux mondes, personne n'imaginait que de telles planètes puissent être monnaie courante dans le cosmos. Pourtant, on estime aujourd'hui que si vous prenez au hasard dans le ciel une étoile du même type que le Soleil, vous avez 50% de chances qu'elle héberge une planète plus grande que la Terre, sur une orbite plus rapprochée que celle de Mercure. On a également découvert que près d'un sixième des étoiles du type solaire abritent des géantes gazeuses d'une masse allant d'un tiers à 10 fois celle de Jupiter, ou si vous préférez de 100 à près de 3000 fois la masse de la Terre. Et plus de la moitié des systèmes, tous types confondus, semble par ailleurs posséder au minimum une planète de type Neptune, c'est-à-dire dont la masse est de 10 à 30 fois celle de notre planète. Et puis il y a bien sûr les fascinantes super-Terres et mini-Neptune. On estime aujourd'hui qu'une étoile sur deux possède une planète plus large que la Terre et moins grande que Neptune. Et dans la plupart des cas, on ne sait pas si celles-ci sont dominées par de la roche ou par des éléments volatiles. Bref, la diversité de ces mondes dépasse de loin ce que l'on s'attendait à trouver. Beaucoup possèdent même des particularités si étranges que rares auraient été les chercheurs comme les auteurs de science-fiction à les considérer comme crédibles il y a encore quelques décennies de cela. Et le plus fou dans tout ça, c'est que cette profusion de diversité saute aux yeux de nos télescopes, alors que nos moyens de détection actuels ont encore beaucoup d'angles morts. Nous ne trouvons jamais que ce que nous sommes en mesure de détecter. Si tous les systèmes planétaires présents dans notre galaxie ressemblaient à notre système solaire, nous n'en aurions vraisemblablement détecté aucun. Car nos instruments ne sont en mesure que de débusquer des planètes bien plus massives que la Terre, ou tournant extrêmement près de leur étoile. Et beaucoup de planètes trop petites, trop éloignées ou simplement mal orientées nous échappent donc encore. Autrement dit, si nous n'avons pour l'instant découvert aucun système possédant une architecture et des planètes semblables aux nôtres, c'est simplement parce que nous n'en sommes pas capables. Voici maintenant une animation fascinante qui, à elle seule, résume pratiquement tout ce que je viens de vous dire. Ici, vous avez représenté 726 systèmes planétaires différents, contenant 1815 exoplanètes, et qui représentent près d'un tiers de toutes celles que nous avons découvertes. Au sein de ces systèmes, les étoiles ne sont pas représentées car elles seraient beaucoup trop grosses. En revanche, les dimensions des planètes sont à peu de choses près à l'échelle, et leur couleur nous donne une indication quant à leur température de surface. Afin de comparer tous ces systèmes planétaires avec le nôtre, Ethan Cruz a placé au centre de cette animation les dimensions des orbites des planètes de notre système solaire. Et l'on peut voir ici représentées en pointillés les dimensions de l'orbite de Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Là, on peut voir celle de Jupiter, ici celle de Saturne, et là, d'Uranus. Et l'on constate médusé que tous ces systèmes planétaires nouvellement découverts sont si resserrés autour de leurs étoiles qu'ils tiendraient tous sans problème à l'intérieur de l'orbite d'Uranus. Quelques 5630 découvertes, en prenant en compte toutes les méthodes de détection, cela peut vous sembler peu, au regard des quelques 300 milliards d'étoiles que compte notre galaxie. Mais c'est en réalité déjà beaucoup. Car à partir de ces milliers de découvertes, on est en mesure d'estimer le nombre total de mondes existant dans la Voie lactée. Je vous donne un exemple concret, vous allez voir, c'est fascinant. Pour détecter la présence d'exoplanètes, le télescope spatial Kepler utilisait la méthode des transits, c'est-à-dire qu'il analysait la lumière provenant des étoiles, pour tenter d'y débusquer les perturbations provoquées par le passage d'une planète. Le souci de cette méthode de détection, c'est qu'elle ne permet de trouver que des planètes suffisamment imposantes pour masquer une portion conséquente de leur étoile. Et puis surtout, les autres systèmes planétaires n'ont pas d'orientation privilégiée dans le cosmos. Ainsi, Kepler n'a pu nous montrer que la partie émergée de l'iceberg. Et on estime que seulement 1% des systèmes que l'on observe sont orientés par rapport à nous de telle sorte que leur planète passe précisément devant leur étoile. Autrement dit, 99% des planètes ne peuvent être vues par les méthodes de détection qui tentent de débusquer leur ombre. Le truc génial ici, c'est que vu que l'on connaît l'étendue de nos ignorances, on est en mesure de quantifier les limites de nos méthodes de détection. Nous sommes par exemple aujourd'hui essentiellement capables de débusquer des planètes imposantes ou très proches de leur étoile.
Et en prenant en compte tous les trous dans la raquette et les portions du ciel absolument dérisoires que l'on a pour l'instant scrutées, on est en mesure d'estimer la population sous-jacente de planètes qui passent actuellement sous nos radars. Le verdict est le suivant. Si vous plongez votre regard en direction du cosmos et que vous laissez vos yeux vagabonder, pratiquement toutes les étoiles que vous êtes en train d'observer possèdent vraisemblablement une à plusieurs planètes. Plus précisément, on estime qu'il y a en moyenne 1,4 planètes par étoile, mais cette valeur pourrait être beaucoup plus élevée. À l'échelle de notre galaxie, cette petite moyenne devient un nombre absolument énorme. Les estimations les plus prudentes tournent autour de 200 à 300 milliards de planètes, quand d'autres tablent plutôt sur 500 milliards, sachant que ces nombres déjà vertigineux sont certainement sous-estimés, dans la mesure où ils ne prennent pas en compte les planètes qui sont dans les angles morts de nos télescopes, telles que celles de faible masse ou étant trop éloignées de leur étoile, et pour lesquelles, faute de pouvoir les détecter, nous n'avons pratiquement pas de données. Si bien que certaines estimations portent ce nombre à quelques 2000 milliards de mondes dans notre seule galaxie. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand on dégaine de telles valeurs, j'en viens rapidement à en perdre le fil. Et plutôt que de résumer tout cela en se disant qu'il y en a énormément, je vous propose d'essayer de trouver un moyen visuel de se représenter toutes les planètes présentes dans notre galaxie. Considérons prudemment qu'elles sont autour de 300 milliards. Pour prendre la démesure proprement astronomique de ce nombre, dites-vous qu'en admettant que vous puissiez, comme par magie, transformer toutes ces planètes en petites billes d'1 centimètre de rayon, et toutes les réunir au même endroit, alors vous en auriez suffisamment pour remplir à ras-bord une centaine de piscines olympiques. Si vous consacriez une page à chacune de ces planètes et que vous en décriviez 300 par livre, il vous faudrait pour les évoquer toutes écrire 65 fois plus d'ouvrages que n'en contient l'intégralité de la Bibliothèque de France. Même en ne s'arrêtant qu'une seconde sur chacune de ces pages, il faudrait 8500 ans pour toutes les survoler. Ok, il y en a énormément, et le moindre de ces mondes possède sa propre histoire, ses propres couleurs, son propre climat, sa propre composition chimique. Alors bien sûr, dans cet immense champ de possibles, ce gigantesque sac de billes, une grande majorité des planètes présentent des caractéristiques terriblement hostiles. Celles trop éloignées de leur étoile et solides en surface sont sans doute intégralement gelées, tandis que beaucoup de celles trop proches feraient probablement passer l'enfer pour un petit coin de paradis. Mais entre ces deux extrêmes, entre le feu et la glace, il existe un juste milieu, une région de l'espace qui entoure chaque étoile et que l'on a coutume d'appeler la zone habitable, et où les conditions sont, au moins sur le papier, favorables pour que des planètes de taille modérée puissent accueillir en surface de l'eau sous forme liquide. À partir de là, et en se restreignant aux seules planètes qui, se tenant à distance respectable de leur étoile, sont ni trop chaudes ni trop froides en surface, on peut s'amuser à grossièrement estimer le nombre de mondes qui pourraient potentiellement abriter la vie. En ne considérant que les petites étoiles rouges, qui comptent pour près de 80% de celles de notre galaxie, et autour desquelles on retrouve des planètes de type terrestre dans la zone habitable dans 10 à 30% des cas, on se retrouve déjà avec 20 à 70 milliards de planètes potentiellement accueillantes. Quant aux étoiles du type de notre Soleil, on pense qu'au moins 10% d'entre elles possèdent une planète de gamme terrestre dans sa zone habitable. Étant donné que notre galaxie compte quelques 30 milliards de ces astres, on se retrouve avec au minimum 3 milliards de planètes de masse terrestre évoluant dans la zone habitable, d'étoiles semblables à la nôtre. Ce résultat est évidemment à la louche, dans la mesure où il nous est très difficile, en l'état actuel de nos technologies, de détecter des planètes de masse comparable à la Terre lorsqu'elles n'évoluent pas sur des orbites resserrées. Et l'on peut évidemment imaginer que des conditions propices au développement du vivant existent à l'extérieur de ces zones. Par exemple, des planètes gelées en surface peuvent très bien, en profondeur, maintenir des océans à l'état liquide grâce à la seule énergie emmagasinée lors de leur formation. Mais la chose à retenir ici, c'est qu'il existe là, maintenant, des dizaines de milliards de mondes dont l'orbite est située dans la zone habitable de leur étoile. Alors bien sûr, être dans une zone où il est possible à l'eau d'être à l'état liquide ne veut pas dire qu'on en trouve. Pour preuve, Mars, qui évolue dans la zone habitable du système solaire, est terriblement sec en surface. Habitable ne veut pas dire habité, mais vous voyez l'idée, elle est absolument vertigineuse. En quelques décennies à peine, la pluralité des mondes est devenue une réalité. Nous sommes la première génération de toute l'histoire de l'humanité à découvrir en direct des milliers de nouvelles planètes. Il est même aujourd'hui possible de contribuer à ces découvertes depuis votre jardin, car pour peu que vous ayez du matériel astronomique amateur de qualité, vous pouvez participer à affiner nos connaissances du timing des transits des Jupiters chauds. Aussi déroutant qu'ils soient, tous ces mondes nous renvoient à notre condition et posent de grandes questions.
Dans cette série de vidéos, Balade dans les origines, réalisée en partenariat avec le programme Origine, et dont vous venez de voir le premier épisode, nous nous intéresserons à comment la découverte de ces exoplanètes, d'une grande diversité, est venue bousculer tout ce que l'on pensait savoir de l'histoire de notre propre système solaire. Au cours des mois à venir, nous verrons en quoi l'étude de ces exoplanètes permettra sûrement à l'avenir d'un peu lever le voile sur le grand mystère de l'apparition de la vie sur Terre, comme ailleurs dans l'univers. Nous tâcherons de découvrir si notre système solaire est exceptionnel, et nous partirons en quête des types d'étoiles et de planètes les plus propices à l'apparition de formes de vie extraterrestres, avant d'aller nous pencher sur les méthodes permettant de débusquer ces mondes, et sur les découvertes fascinantes que l'on est en droit d'attendre des prochains télescopes qui seront bientôt déployés. Franck, un grand merci pour ton aide précieuse à l'écriture de cet épisode et aussi pour avoir accepté que je prenne, disons, quelques raccourcis. Est-ce qu'il y a une idée sur laquelle tu voudrais revenir, qui te fascine, te questionne ou qui n'est pas très souvent mise en lumière? Oui, il y a un point qui m'intéresse particulièrement, c'est qu'on pose souvent la question de la vie ailleurs, selon les termes suivants, sommes-nous seuls dans l'univers? Alors, c'est bien beau comme question, mais ce qui nous intéresse serait bien sûr la réponse. Et ce que je trouve très important de préciser, c'est que nous aurons une réponse à cette question que si la vie est très abondante dans l'univers. C'est-à-dire abondante au point de peupler des planètes dans notre voisinage galactique immédiat. Donc pour illustrer ça, par exemple, on peut dire qu'en étant vraiment très optimiste sur l'évolution de nos capacités d'observation, on peut espérer, dans quelques décennies, être capable d'analyser l'atmosphère, disons, d'une centaine d'exoplanètes de taille et de température terrestre, donc parmi les plus proches. Et ça correspond à l'exploration d'une région d'environ 100 années-lumière autour du Soleil. Et ça représente seulement un 25 millième des étoiles de notre galaxie. Donc dit autrement, ça veut dire que statistiquement, pour qu'on puisse faire cette découverte, il faut que notre galaxie possède au moins 25 000 planètes habitées. Et pas juste habitées. Il faut que ce soit 25 000 planètes dans la biosphère, donc qui soit habité, mais dont la biosphère a profondément modifié les propriétés observables de la planète, pour qu'on puisse être capable d'identifier la présence de vie. Alors maintenant, si on suppose que la vie est moins abondante que ça, par exemple qu'on ne trouve que 100 de ces planètes habitées et aux signes de vie observables dans chacune des galaxies de l'univers, dont la nôtre, ça fait tout de même 100 000 milliards de planètes habitées dans l'univers. Donc on ne serait pas seul du tout, mais on serait loin d'être en capacité de le savoir, de le découvrir. Donc aujourd'hui, la science, elle ne peut pas nous dire si la vie hors de la Terre est rare au point qu'on ne la trouve que dans quelques galaxies hors de l'univers observable, ou si au contraire, elle pullule au point de peupler des étoiles de notre voisinage. Et la seule chose qu'elle nous dit aujourd'hui, c'est que si la vie est rare, ce n'est pas par manque de planètes. Ça donne le vertige. Oui, je trouve aussi. Et l'univers vous remercie d'avoir consacré quelques dizaines de minutes de votre vie aux centaines de milliards de mondes qui nous entourent. Pensez à activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines sorties, ou suivez-moi sur Insta pour quelques coulisses du projet.